tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain, votre premier rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va revenir sur les résultats sportifs du week-end et notamment sur ce qui s'est passé en rugby ce dimanche en Fédéral 3, match de barrage pour une qualification en 32e de finale. Les Sables d'Olonne face à Chinon, deux équipes qui ont terminé 4e de leur groupe. Le match avait lieu ce dimanche au stade de la Rudelière. Chinon en rouge ouvre le score sur pénalité, 3-0 pour les visiteurs. Une deuxième pénalité pour Chinon à la 9e minute, ce qui porte le score à 6-0. Les Sablais vont prendre l'avantage à la 17e minute avec un essai inscrit par l'Otoa. Bernard va ensuite le transformer. Ça fait donc 7-6 pour le Rugby Club Sablais. Chinon repasse devant grâce à une pénalité de Gilbert. 9-7 pour le SC Chinon, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, le chassé-croisé continue. Pénalité de Bernard pour les Sables qui mène alors 19. Chinon réplique avec une pénalité de Gilbert. Puis une nouvelle pénalité de Bernard pour les Sablais. Et encore une pénalité de chaque côté. Le score est donc de 16-15 pour le RC Sablais. Et puis on va passer à la 73e minute avec le deuxième essai inscrit par les Vendéens, de nouveau par l'Otoa. Bernard se charge de le transformer, 23-15 pour le RCS. Puis finalement 26-15 avec une dernière pénalité de Bernard. C'est donc une victoire du Rugby Club Sablais, toujours invaincu à domicile et qui va donc disputer les 32e de finale en match aller-retour. Le match aller, ce sera dimanche prochain au Sables d'Olonne. On écoute les entraîneurs. Clairement, en première mi-temps, compliqué, on était contre le vent, on a eu du mal à sortir de notre camp, on a fait beaucoup de fautes à juste titre, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on se prépare au mieux pour le 32e. On a eu une seconde mi-temps avec le vent qu'on avait préparé comme ça s'est passé, donc voilà, au final on marque 2 essais, on gagne 26-15, donc le contrat est rempli. Là on rentre dans les phases finales, hein. Chacun va vendre chèrement sa peau et du coup les premières mi-temps seront souvent compliquées. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui nous on se prépare physiquement pour justement durer dans ces matchs, avoir un banc qui apporte quelque chose et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Prochaine étape, 32e, avec un match à la domicile la semaine prochaine, donc ça reste historique pour le club, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut aller encore un peu plus loin, il faut qu'on se permette de rêver un peu plus. Déçu parce qu'il y avait la place. Après nous la qualification c'était quelque chose qu'on souhaitait, mais on a eu quand même une année difficile, beaucoup de joueurs blessés aujourd'hui, hein. Donc on savait que ça allait être dur par rapport à cette équipe des Sables qui était très dense physiquement. Mais quand je vois le match qu'on a fait, c'est comme ça, c'est le règlement qui le veut, c'est l'équipe qui avait le plus de points qui recevait. Je pense que sur terrain neutre, ça aurait peut-être été autre chose. En fin de match, on prend cet essai, cette pénalité, parce qu'on fatigue, hein. J'ai pas trop de banc aujourd'hui, mais ouais, un peu de regret que ça soit joué ici, à domicile au Sable, quoi. Propos recueillis par Daniel Lelanne. On passe au football avec la division 2 féminine à la 20e journée. Et la Roche-ESO, 10e au classement, qui recevait Lille, 3e ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Lyonnaises qui dominent le début de match, qui se montrent dangereuses, notamment à la suite de ce coup franc. Réaction timide des Lilloises avec cette frappe sans grand danger pour la gardienne de l'ESO. Nouvelle situation offensive pour les Vendéennes avec Louise Martineau qui ne cadre pas sa reprise. 0-0 à la mi-temps, moins de 4 minutes après la reprise. Laura Muller peut servir Lauriane Borde qui trouve le chemin des filets et qui ouvre le score 1-0 pour La Roche. 3 minutes plus tard, à la suite d'une perte de balle de Laura Muller, la Lilloise Lorena Azzaro parvient à ajuster une frappe croisée qui termine dans le petit filet opposé. Égalisation du LOSC, 1-1. Quelques instants plus tard, Lille est tout près de prendre l'avantage avec cette nouvelle perte de balle. Mais cette fois, Azzaro manque le cadre de quelques centimètres, toujours 1-1. 78e minute, les Lilloises ont le ballon, mais sur un contre, Ilona Pierjean file vers le but et tente sa chance de 25 mètres. Sa frappe fait mouche et le SO repasse devant, 2-1. Lille qui a une dernière occasion pour égaliser avec Noémie Mouchon, mais sa tentative est captée par Laura Lacoste. On en restera là. Victoire très importante de La Roche-ESO, 2-1. Les réactions des coachs, c'est au micro de Sandrine Pelletier.
Il y a eu différents temps sur ce match. On a plutôt bien démarré sur le premier quart d'heure et puis on a reculé. On leur a laissé des espaces qu'elles savent très bien utiliser. Et donc on a été en difficulté sur la fin de première mi-temps. Ça a rebasculé un tout petit peu en fin de première. On est de nouveau remonté d'un cran là, sur les 5 dernières minutes. Et c'était un peu l'idée, le plan de jeu, parce qu'on sait que c'est une des grosses armadas du championnat. Elles ne sont pas troisième pour rien. Individuellement, devant, c'est très 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 fort. Au milieu aussi, c'est très complet de toute façon. Donc on savait qu'il ne fallait pas les laisser jouer. Et à partir du moment où on a été les chercher, on a récupéré des ballons haut et surtout on a été moins en difficulté derrière. Et voilà, on a été un peu plus efficace qu'à l'accoutumée et ça fait du bien. On s'est retrouvé face à une équipe qui nous attendait, qui n'est pas venue nous chercher haut contrairement au match aller. On a été patient dans l'utilisation du ballon, on a corrigé 2-3 points à la mi-temps. On n'a pas forcément été inquiété en première mi-temps. Maintenant, on fait 2 erreurs, 2 cadeaux, qui nous coûtent 2 buts. On arrive à réagir sur le premier. Derrière, on a une occasion franche avec Lorena pour passer à 2-1, qu'on ne met pas au fond. Et derrière, on fait un nouveau cadeau à ces joueuses de La Roche qui saisissent l'opportunité. Et derrière, on n'arrive pas à revenir au score malgré le nombre d'occasions créées. Donc c'est décevant et frustrant. Maintenant, comme on vient de le dire aux joueuses, il faut penser à la suite, bien finir ce championnat. Il reste 2 journées. La Roche est 10e au classement en position de barragiste avec 19 points, soit 3 points de retard sur le 9e Orléans. Prochain rendez-vous le 8 mai à Vandenheim et le dernier match ce sera le 22 mai à domicile face à Metz. En National 2, défaite des Herbiers sur le terrain du Puy 1-0 lors de la 26e journée. Le VHF 8e au classement. Il reste 4 matchs. Le prochain, ce sera vendredi soir à domicile face à la réserve du SCO d'Angers. Et puis on jouait également en National 3, la 23e journée. La Roche VF s'impose face à Sablé 2-1. Les Lyonnais toujours 2e derrière Saumur qui a battu Le Mans 2-0. Défaite de Pouzauges face à Saint-Philbert 3-1. Pouzauges est 5e. Chaland cartonne à Vertou 5-1. Les Chalandais sont 7e. Victoire également du Poiré à Sautron 1-0. Le Poiré survit 9e, juste devant Fontenay qui a battu Laval 2-1. Et puis la Châtaigneraie s'est inclinée 3-0 à Changé. La Châtaigneraie 13e. Et avant-dernier, il reste 3 journées. En basket, on jouait l'avant-dernière journée dans le groupe C de National 1 masculine. Et Chaland a validé son maintien en N1 après sa victoire sur le terrain d'Épinal ce dimanche. Score final 98-85. Le VCB qui terminera cette saison bien compliquée vendredi soir à domicile face à Kaisersberg. Du rink hockey maintenant avec le championnat de National 1 Élite. La 15e journée, un match très important dans la course à la qualification pour l'Europe entre la Vendéenne et Noisy-le-Grand, 4e et 5e samedi soir à la salle de l'Angelemière à La Roche-sur-Yon. Noisy en orange ouvre le score à la 16e minute sur coup franc, but de Avando. 1-0. La Vendéenne a l'occasion d'égaliser sur penalty, mais De Brouwer bute sur le gardien. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Après la pause, les Lyonnais ont plusieurs occasions d'égaliser, avec notamment des coups francs directs. Les tireurs se succèdent, mais sans succès. Ni Nathan Gefflo, ni Facundo Alminana, ni Marcos Pinto ne trouvent la faille. La Vendéenne va finalement réussir à égaliser à la 33e minute grâce à Boivino. 1 partout, puis 2-1 pour les Rouges et Noirs 4 minutes plus tard avec un but inscrit par Pinto. 42e minute, nouveau but pour la Vendéenne. Il est inscrit cette fois par Thébault. Ça fait 3-1. Noisy obtient un penalty. Avando réussit à signer le doublé et relance son équipe qui n'est plus menée que d'un but, 3-2. Mais la fin de match est à l'avantage de la Vendéenne et de son capitaine Erwan De Brouwer qui signe un doublé en 2 minutes à la 47e et la 48e. 5-2 pour la Vendéenne, score final dans une rencontre mal engagée. Les Lyonnais ont su trouver les solutions pour renverser la tendance. On écoute les coachs. On avait prévu de leur laisser un petit peu le jeu. Donc ils mènent 1-0 sur un coup franc direct qui est logique. On s'est un peu rendu coup pour coup pendant 25 minutes. Et puis on attendait que notre chance se présente un petit peu. Parce que bon, en face, il y a quand même un gardien qui a fait le match. Hein. Et puis bon, la chance a tourné. Donc on met des buts qui sont logiques, qui sont cohérents et qui viennent au bout, on va dire, d'une capacité à persister qui est quand même hyper importante. Ouais, c'était un peu notre plan de jeu, c'était d'attendre le temps, de gérer les possessions, de bien défendre. Ce soir, ça a marché. On est très déçus parce qu'on arrivait ici à la Vendée pour essayer de gagner le match.
on connaît, on le sait déjà qu'ici c'est très très compliqué à gagner, mais Bremen on a fait une bonne première mi-temps, sur tous les niveaux, au niveau défensif, au niveau offensif aussi. Mais à la deuxième mi-temps, on n'était pas capable de prendre le rythme que la Vendée nous a imposé au niveau intensité. En plus, aujourd'hui, il faut que je le dise, on s'est trouvé avec un arbitrage horrible. On est très 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 déçus pour l'arbitrage. Il y a beaucoup de choses à corriger dans les jeux, dans l'équipe. C'est compliqué de gagner un match si on n'est pas capable de faire des buts, parce qu'on a fait 2 buts sur coup franc direct seulement. Mais Bremen, on avait les occasions, on avait les opportunités, donc il y a beaucoup de travail à faire. Et après cette victoire, la Vendée est 4e au classement à 1 point du 3e Coutras qui compte un match en plus. Le Poiré-sur-Vie est également dans la course à l'Europe. Les Genoux se sont imposés face à Mérignac samedi soir 6-2. Le Poiré 6e au classement jouera de nouveau à domicile samedi face à Ergue-Gabéric. La Vendéenne se déplacera à Nantes. Du hockey sur glace maintenant avec la division 3, les playoffs et on jouait les quarts de finale retour ce week-end. Le Hogli, le hockey glace lyonnais, recevait l'équipe 2 de Gap. Le Hogli qui s'était imposé 6-2 au match aller. L'objectif était donc de conserver cet avantage pour se qualifier pour le Final Four. Public venu en nombre samedi soir à la patinoire de La Roche. Et c'est Gap qui ouvre le score à la 8e minute par Hugo Ange. Égalisation du Hogli à la 17e minute par Valentin Jacques. 1 partout, c'est le score à l'issue du premier tiers-temps. Dans le deuxième tiers-temps, le Hogli prend l'avantage avec un but de Camille Rajnoa. Puis à la 26e minute, les Lyonnais font le break grâce à Jonathan Manon. 3-1. Le Hogli fait la différence dans cette deuxième période. Cyril Selin marque à son tour à la 28e minute. 4-1. Dans le dernier tiers-temps, les Aigles lyonnais maîtrisent et gèrent leur avance. Et ils arrivent même à creuser encore l'écart à la 48e minute avec un but signé Bohus Farkasowski. 5-1 et à 8 minutes de la fin, c'est Gap qui inscrit un deuxième but par Forestier. Mais l'issue de la rencontre est connue depuis longtemps. Le Hogli s'impose 5-2 et se qualifie pour le dernier carré. Un Final Four qui aura lieu à La Roche-sur-Yon les 6, 7 et 8 mai prochains. Il faudra se qualifier en finale pour valider la montée en D2. Les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. Je pense que c'était un bon match. Pour un bon match, il faut avoir 2 équipes. Donc, Gap, ils ont bien joué. Première tiers-temps très serré. Après, à partir du 12e but, on a pris d'avance. Donc, on a joué bien, mais c'était un bon match des deux côtés. Et tous les gars de La Roche, notre gars, ils sont bien gérés. On a pris un petit avantage sur la glace chez eux. Ils sont venus ici, donc le match ça joue à chaque fois à 60 minutes. Donc, vous n'êtes jamais à l'abri. On ne peut pas se relâcher juste parce qu'on a pris une avance d'un but à la maison, donc on ne peut pas rester sur nos acquis. On s'entend bien dans le vestiaire et ça c'est important. Donc voilà, c'était une victoire d'équipe, comme c'est la saison d'équipe. Un premier tiers sympa des deux côtés, hein. Les deux équipes sont bien rentrées dans le débat. Nous, très très bien aussi, donc c'est sympa pour arriver ici, l'équipe favorite en face. Voilà, on a répondu présent en premier tiers. Et du coup, un premier tiers très solide des deux côtés, un partout, ça finit. Le deuxième tiers était un petit peu moins bon de notre côté, on a eu un petit peu plus de mal. Et donc ils sortent +3 au deuxième tiers, ça fait 4-1. Voilà, un deuxième tiers mal négocié de notre côté. Eux, ils ont su monter d'une coche et être bien dans le match. Et voilà, un troisième tiers assez équilibré là-dessus. Et donc ça finit un partout ce troisième tiers. Mais c'était sympa pour nos jeunes. Allez, on poursuit avec des résultats de handball en National 1 masculine. Défaite de Pouzauges sur le terrain du Cercle Paul-Bert de Rennes, 37-25 lors de la 19e journée. Le PVHB est 9e au classement. Il reste 3 matchs et samedi prochain, ce sera un match capital pour le maintien. Les Pouzaugais recevront Granville 10e. Du côté de la National 1 féminine, là c'était un match en retard de la 15e journée. Et La Roche-sur-Yon a fait match nul face à Borde, 21 partout. Les Lyonnaises 3e ex-aequo avec Côte-Basque. Il reste 3 journées et les Lyonnaises joueront de nouveau à domicile samedi face à Chambray. Et puis en National 3 masculine, 19e journée, c'était un match à ne surtout pas perdre pour le Slam. Et l'équipe d'Aubigny et de Moutier-les-Mauffais s'est largement imposée samedi face à la Lanterne Rouge Bléré, 36-29. Le Slam 10e à 1 point de Sully-sur-Loire, 9e. Il reste 3 matchs, le prochain ce sera au Mans. Et puis un résultat de volleyball avec la Nationale 3 masculine et la défaite de Boufféré à domicile face à Laval 3-7-0. Boufféré 9e au classement. Il reste 2 journées. Le prochain match ce sera samedi soir à domicile face à Saint-Herblain.
Des images de voile maintenant avec la 19e édition de la Solo Maître Coq qui a rendu son verdict ce week-end. Cette épreuve du circuit Figaro, la première manche du championnat de France élite de course au large, s'achevait avec 2 épreuves côtières samedi et dimanche. Pour rappel, Corentin Auro sur Mutuel Beu avait remporté la grande course. L'épreuve côtière de samedi a été remportée par Guillaume Pirouel sur Région Normandie et celle de dimanche par Alan Roberts sur Sicat. Mais c'est Tom Laperche, le skipper de Région Bretagne CMB Performance, qui termine en tête du classement général. Deuxième de la grande course, deuxième de l'épreuve de samedi et troisième dimanche. Il remporte pour la 3e fois consécutive cette Solo Maître Coq. Il devance Guillaume Pirouel et Alan Roberts. On écoute Tom Laperche après cette 3e victoire. Je suis super content de gagner 3 fois cette course avec Bretagne CMB, là c'est vraiment génial. Voilà, c'était la 4e fois que je participe et j'ai gagné 3 fois. Et puis mais on avait une super bataille aujourd'hui, je suis pas très bien parti, vraiment pas terrible. Mais pas très loin plutôt juste derrière, mais pas très loin de Guillaume et Corentin avec qui on jouait la gagne et le podium. Et après assez vite j'arrive à repasser devant, plus sur la manœuvre, la passage au bouée sous le vent. Et puis Corentin a pris un peu de retard. On a fait des bords serrés avec beaucoup de manœuvres, des changements de grand spi, Génac. J'étais vraiment bien tonique, quoi. Je me suis vraiment donné à fond et je suis super content du coup de finir de 3e de la course et puis de gagner cette course Maître Coq 2022. Allez, on termine cette émission avec quelques images de palais puisque ce samedi avaient lieu les finales des championnats de Vendée de palais-fonte. Ça se passait aux Essarts avec les 3 meilleures équipes de la saison sur les 4 championnats, ce qui représentait donc 12 clubs et près de 480 joueurs. En D3, c'est Saint-Gemme-la-Plaine qui remporte le titre de champion de Vendée. En D2, victoire de La Boissière de Montaigu. En D1, c'est Sérigné qui s'est imposé. Et puis dans la division la plus haute, la DS1, victoire de Remouillé. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec 2 invités du club de la Vendéenne, Ring Coquet, Lucas Gaucher, l'entraîneur de l'équipe Hénin, et Baptiste Lucas, entraîneur de l'équipe U20 qui a été sacré championne de France cette saison. Très bonne journée à tous.